Gaviria qui résiste et qui s'impose. Victoire de Gaviria devant Sagan, troisième fois pour Christophe. Le champion du monde qui remporte une 9e victoire d'étape sur le Tour de France. Greg Van Avermaet, maillot jaune du Tour de France. Greipel qui est fort. André Greipel toujours devant le retour de Peter Sagan. Sagan ou Greipel ou Gaviria, c'est Gaviria. Aïe 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 aïe. Peter Sagan, quel champion. Bonjour à tous et bienvenue en direct pour la 6e étape du Tour de France. Et quelle étape entre Brest et Mur de Bretagne. Dernière étape en Bretagne justement pour les hommes forts, pour les punchers. Bonjour Marion Rousse. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors la première image très spectaculaire, regardez, c'est le public qui est déjà massé donc sur les derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée. Incroyable, on a eu du mal même à arriver jusqu'en haut du Mur de Bretagne en voiture tellement il y avait du monde. On sait, la Bretagne c'est la terre de cyclisme. Une double ascension, on va voir le profil de l'étape avec Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Salut messieurs. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Oui, double ascension de Mur de Bretagne aujourd'hui, de la côte de Ménéier au Ménézier. On verra avec Franck Ferrand pour la prononciation tout à l'heure. Au total, 181 km entre Brest et Mur de Bretagne. C'est la 3e fois que le Tour de France arrive à Mur de Bretagne après 2011, victoire de Cadel Evans. Et 2015, victoire d'Alexis Villermont. Le profil, Laurent, assez casse-pattes, mais on retiendra surtout les 2 ascensions de Mur de Bretagne et ce circuit final de 16 km. Absolument, oui, c'est un circuit qui finalement est dur, moins que celui d'hier, et on a vu qu'hier, finalement, c'est un peloton de 80 coureurs qui s'est présenté pour se disputer la victoire. Je vois pas comment aujourd'hui ça pourrait être différent. C'est sûr, cette arrivée est exigeante, elle fait appel à des qualités de puncher. L'ascension du Mur de Bretagne à 2 reprises, normalement, devrait faire un petit peu la sélection, mais on risque très probablement de devoir attendre les 20 derniers kilomètres pour voir vraiment la course se décanter. Marion, quels sont les coureurs que vous voyez briller cet après-midi? On parlait de ces punchers. Alors c'est une arrivée au sommet du Mur de Bretagne, donc il fait 2 km à 7%, c'est une ascension très difficile. Alors il y aura vraiment une guerre entre les meilleurs punchers au monde, que ce soit Julien Alaphilippe ou Alejandro Valverde. Peter Sagan peut-être également sera attendu sur la ligne d'arrivée. Et puis aussi ne pas oublier les leaders du classement général, des garçons comme Christopher Froome ou encore Dan Martin peuvent s'imposer aujourd'hui. La 3e fois dans l'histoire du Tour de France qu'une étape s'achève ici à Mur de Bretagne après 2011, après 2015. D'ailleurs, nous revivrons, grâce à nos images d'archives, ces 2 précédentes arrivées à Mur de Bretagne. C'est parti donc pour le départ fictif, le traditionnel défilé donné dans les rues de Brest. Peter Sagan, Greg Van Avermaet qui ont le sourire et qui seront, on l'imagine, 2 acteurs de l'étape aujourd'hui. Voilà, vous êtes prête Marion avec tous nos téléspectateurs pour cette 6e étape. J'ai des jambes en plus. Ça peut être fantastique, vraiment. Oui, une arrivée spectaculaire. Et je vous laisse rejoindre Alexandre, Laurent, bien sûr Thomas Vauclair et Thierry Adam sur la moto et Franck Ferrand. L'étape en intégralité est vers 17h40, le Vélo Club avec Paul Le Guen, avec Cédric Vasseur et avec François Gabard. Merci à tous, merci au public de Mur de Bretagne. Très nombreux déjà, le public sera vraiment un acteur de cette 6e étape. Bon après-midi à tous. La 6e étape du Tour de France entre Brest et Mur de Bretagne. Les coureurs sont toujours dans le défilé, le départ fictif, départ réel, dans un peu moins de 8 km. Et oui, il faut les comptabiliser, ces kilomètres du départ fictif. Laurent, il y en a 10 aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas comptabilisés dans le kilométrage de l'étape, mais il faut les faire à vélo quand même pour les coureurs. Oui. Merci Thierry, le départ. Merci Thierry, le départ réel vient d'être donné et tout de suite l'équipe Direct Énergie aux avant-postes avec Damien Gaudin, c'était annoncé par Thomas Vauclair, c'est du tableau noir.
Oui, il s'était téléphoné aussi, Damien Gaudin, qui était la roue avant vissée sur le pare-choc de la voiture de Christian Prudhomme, prêt à bondir dès qu'il baisserait le drapeau. Donc on se doutait bien que Damien allait être parmi les premiers attaquants. Maintenant, la question est de savoir combien de temps va mettre cette échappée à se dessiner. Michael Char, il me semble, s'est positionné en tête pour la BMC. Voilà, on donne le temps un petit peu. Damien Gaudin seul est pris en chasse par 3 coureurs. Le peloton se relève déjà. Et oui. On fait barrage à l'avant du peloton et on va donc laisser partir ces 4 ou 5 coureurs. 5 coureurs. 4. Il me semble qu'ils sont 4. 2 Direct Energy, un Cofidis, 5. un Fortunéo et un Wanty. C'est ça. 5 coureurs donc qui viennent de prendre le large à la Franck. Vous le savez, Laurent Pichon en tête pour l'équipe Fortunéo Samsic. On retrouve également 2 coureurs de l'équipe Direct Energy. Damien Gaudin, Fabien Grelier, Anthony Turgis pour l'équipe Cofidis est à l'avant. Et pour l'équipe Wanty Groupe Gobert, c'est Diane Smith, le coureur néo-zélandais, qui avait porté en début de Tour de France le maillot de meilleur grimpeur. Et on imagine bien l'objectif de Diane Smith, retrouver le maillot à poids de meilleur grimpeur. À part ça, Thomas Voeckler n'a pas ses entrées chez Direct Energy. Non, non, pas du tout. Thomas, vous n'avez surtout pas deviné qui allait attaquer aujourd'hui. Damien Gaudin et Fabien Grelier, par exemple. Ouais, bon, pour ajouter un peu d'eau à mon moulin, j'avais aussi dit Diane Smith, qui avait déjà quelques points, un petit capital, un petit matelas de points au classement de la montagne. Et dans l'équipe Wanty Groupe Gobert, c'est le seul coureur qui pouvait reprendre le maillot à poids. Donc. Début d'étape classique, un schéma connu sur ces premières journées sur le Tour de France. C'est un petit peu le même schéma que ces dernières journées, Laurent, pour les étapes en ligne, même si le final sera atypique aujourd'hui avec une arrivée en bosse, on le rappelle. Il n'y a pas beaucoup de résistance. On a connu des Tours de France où ça bataillait quand même un peu plus pour prendre l'échappée pendant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures. Mais là, en fait, tout le monde est résigné. Ça se demandait parfois ce que certains espèrent sur le Tour de France, au final. Si on laisse le dernier mot au sprinter quand c'est plat, quand il y a des étapes pour les punchers, personne n'y va parce que c'est eux qui doivent gagner, ce sont eux qui doivent gagner. Et à quel moment ont-ils une chance, les autres, d'exister dans la course ? Maintenant, vous savez, l'histoire récente du Tour de France a montré aussi que c'est des fois aussi des échappées anodines qui se disputent la victoire. Vous êtes tranquille si aujourd'hui cette échappée-là, bon j'y crois pas, mais mettons l'autre jour, quand il y avait encore 1 minute 30 à 10 km de l'arrivée presque, lors de l'étape qui arrivait à Sarzeau, si cette échappée-là avait été au bout au lieu de se faire rattraper 1 km, le lendemain je vous garantis que tout le monde aurait été dans l'échappée parce que statistiquement, quand une échappée qui n'est pas prévue va au bout, le lendemain tout le monde s'énerve et on se dit mince, finalement on peut peut-être y arriver quand même. Donc voilà, ces 5 hommes-là en tout cas n'auront pas de regrets, ils ont raison d'essayer. On est sur le Tour de France, il faut mouiller le maillot, il faut montrer aussi le sponsor. C'est pas ce qu'on appelle des échappées publicitaires, mais parmi les 4 coureurs à l'avant, vous avez quand même 4 équipes invitées par les organisateurs, c'est-à-dire dont la participation n'est pas acquise. Il y a 18 équipes qui ont. Il faut expliquer un petit peu aux téléspectateurs. Il y a 22 équipes au départ du Tour de France. Il y en a 18 qui sont dans la première division mondiale qui ont accès automatiquement au Tour de France. Et les 4 équipes présentes à l'avant de la course dans l'échappée doivent passer par des wildcards. Donc c'est un petit peu le rôle aussi de ces équipes invitées de mériter justement cette wildcard et d'animer la course. On va retrouver Thierry Adam à l'arrière du peloton. Thierry, vous confirmez l'impression visuelle, ça roule à allure modérée dans ce peloton. Ouais, le mot est presque bien choisi, j'allais dire. J'aurais même pu en trouver un autre, mais bon, le mot modéré convient parfaitement. Olivier Legac, à domicile. On en parlait il y a quelques minutes. Et oui, Olivier Legac qui a le bonheur de traverser son village, là où il réside. Toujours un moment sympa ça, Marion, lorsqu'un coureur du Tour de France obtient un bon de sortie, comme on dit, pour aller saluer les potes, la famille, les supporters. Oui, évidemment, c'est des grands moments dans une carrière. Là, il peut prendre le temps de savourer. L'échappée a pris une bonne largeur d'avance. Donc derrière, c'est plutôt tranquille. On lui a laissé l'opportunité de pouvoir saluer tout seul et que son public puisse le voir, bien évidemment. Et saluer son grand champion. Et ils sont nombreux sur le bord des routes. Le peloton qui met le cap à l'est aujourd'hui pour rejoindre les Côtes d'Armor et Murs de Bretagne. Un petit mot avec Thierry sur la force du vent en ce début d'étape et le positionnement des coureurs. Oui, déjà on peut considérer que le crédit dont parlait à juste titre Laurent Jalabert est quasiment terminé. Je pense que le peloton, en tout cas la tête de peloton a accéléré. Alors j'ai du mal à vous dire qui est devant parce que vu que nous on est derrière le peloton et que le peloton est très étiré, c'est un signe, c'est signe que voilà, les réglages sont finis, les arrêts pipi sont terminés. Là les hommes devant ont repris les choses en main, en considérant sans doute que l'écart était suffisant. Vent assez fort, même un vent nettement plus fort
qu'en sortant de Brest tout à l'heure. Vent qui vient à gauche de la route, ce qui explique que les coureurs soient eux à droite de la route. Vent qui vient de 3/4 face. Et c'est vrai que là les fougères bougent beaucoup. Et peloton donc très étiré. 5 hommes à l'avant sur la route de la 6e étape du Tour de France. Laurent Pichon pour l'équipe Fortuny Samsic, Damien Gaudin, Fabien Grelier pour l'équipe Direct Énergie, Anthony Turgis pour l'équipe Cofidis, Diane Smith pour l'équipe Wanty Groupe Gobert. 4 Français à l'avant. Et comme hier, 2 coureurs de l'équipe Direct Énergie, Fabien Grelier, le Vendéen, qui n'avait pas trouvé l'ouverture chez lui en Vendée. Et puis Damien Gaudin. Un peu plus de 30 km ont été parcourus par les coureurs depuis le départ de Brest. Le départ donné à 13h05 exactement. Regardez, on a parcouru 835 km depuis le départ de ce Tour de France, depuis le départ de Noirmoutier en Lille samedi, pour un total de 3351 km. Heureusement. Bon, ils se sont rapprochés du sommet là quand même. 500 mètres peut-être. On va retrouver Thomas Voeckler avec les hommes de tête qui vont se disputer le sprint au sommet de la côte de Ploudiri. Oui, ça devient sérieux. On voit Fabien Grelier qui s'observe, on voit Diane Smith qui est très concentré, Laurent Pichon un peu moins concentré. Je l'ai vu faire coucou à quelqu'un qui brandissait une banderole à l'épipiche. C'est vrai qu'à 500 mètres d'un classement grimpeur, personnellement, j'aurais pas lâché le guidon pour faire coucou à la famille. Mais bon, peut-être qu'il va me donner tort. On sait qu'il a une très bonne pointe de vitesse. Et je pense que moi, je mise une petite pièce sur Anthony Turgis. Mais là, c'est vrai qu'il y a un round d'observation. Et je pense qu'il va y avoir une attaque de Grelier de l'arrière. Eh oui, bien vu. Les mains en bas du guidon. Allez, Fabien Grelier, le premier à attaquer. Diane Smith. C'est l'avantage d'être 2 dans une échappée. Et oui, les 2 Direct Énergie. Grelier en tête, Diane Smith qui va tenter de revenir. Alors, où est la banderole? On ne la voit pas encore. Il est loin, il revient, Diane Smith, il va passer devant. Et Diane Smith qui revient. Bon coureur, ce jeune néo-zélandais. Temporise un petit peu. Et il va produire son effort maintenant, Diane Smith. Il est revenu dans la roue, dans l'aspiration. Est-ce qu'il aura le jump pour venir passer Fabien Grelier? Elle est loin encore, hein. Oui. C'est encore loin, il est revenu trop tôt. Et c'est un peu moins dur, hein. Le sommet de la bosse est un petit peu moins dur que le pied. Diane Smith qui reste derrière pour l'instant. 2 points à prendre, on le rappelle, hein, pour celui qui passera en tête au sommet de cette côte de Ploudiri. Allez, il a lancé maintenant Fabien Grelier, c'est un peu tôt. Hein. Ouais, c'est un peu tôt et ça suffira pas. Et Diane Smith est plus fort. Diane Smith avec un braquet supérieur, un développement plus grand, qui passe en tête au sommet de la côte de Ploudiri. 2 points pour Diane Smith, donc Diane Smith, ça lui en fait 3. 134 km encore avant de voir Mur de Bretagne. 6 minutes d'avance pour les hommes de tête. L'échappée partie dès le premier kilomètre, un petit peu le même scénario chaque jour, avec à l'avant Laurent Pichon de l'équipe Fortuny Samsic, avec Damien Gaudin et Fabien Grelier pour l'équipe Direct Énergie, Anthony Turgis pour l'équipe Cofidis et Diane Smith, le néo-zélandais de la formation Wanty Groupe Gobert, avance plafonné à 6 minutes. Et on rappelle que c'est Diane Smith qui est passé en tête au sommet de la première difficulté du jour, répertoriée au classement de la montagne, la côte de Ploudiri. Ça c'est promis. Et on va retrouver Thierry Adam sur la moto à l'arrière. Thierry, avec qui êtes-vous? Des coureurs. Des coureurs et un coureur de marque. Un coureur de marque, c'est Christopher Froome qui a pris le temps de s'arrêter sur le bord de la route. En même temps que Peter Sagan, le maillot vert, mais qui est reparti un petit peu plus vite. Et Nairo Quintana, il a quand même pris le soin d'être accompagné par un de ses coéquipiers. Hein. En général, c'est Katowski qui s'arrête avec lui. Là en l'occurrence ça n'est pas le cas puisque c'est Egan Bernal, le Colombien, qui s'est arrêté en compagnie de Christopher Froome. Si, est-ce qu'il va y avoir une surprise? Visiblement non, on s'est mis d'accord. Hein. Diane Smith va pouvoir, même s'il prend soin d'accélérer quand même, on ne sait jamais, il ne faut pas non plus se faire avoir, il va pouvoir prendre ce point. Voilà, c'est fait sans forcer. Donc cela fait 4 points pour Diane Smith. Est-ce que Diane Smith est pour autant leader virtuel du classement de la montagne, Laurent Jalabert? Ben non, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très clair dans ce type d'explication. Mais en cas d'égalité, on fait référence au nombre de fois où les coureurs sont passés au sommet des côtes, apportant le plus grand nombre de points. Il se trouve que dans ce registre-là, le porteur du maillot blanc à poids rouge actuel hein, Tom Scoins, à peu près donc, qui est dans le peloton, lui est toujours en cas d'égalité, donc c'est le cas. Ils sont 3 à avoir 4 points maintenant. Eh bien, il est toujours leader.
comme l'avait fait remarquer Thomas, c'est vrai que le vent vient de deux côtés et on a vu le peloton accélérer, déjà sous l'impulsion de la Quick-Step, mais également des équipes de leaders comme la Sky qui essayent de remonter. Évidemment leur leader avec Christopher Froome, on essaye de ne pas se faire piéger. Alors je reviens sur les monts d'arrêt dont parlaient Franck et Laurent. On est passé au sommet de la côte de Roque-Trévézel à 340 mètres d'altitude. Et bien ce sera le point culminant de la course jusqu'aux Alpes. Et là, on a une vraie accélération de l'équipe Quick-Step, Thomas Voeckler. Bordure. Ouais. Et Yves Lampart qui a lancé la bordure exactement à l'endroit où on était arrêté avec Joël Chardy. Tim de Klerk qui maintenant, voilà, ils n'ouvrent pas l'éventail. L'équipe Quick-Step, c'était prémédité. Ils avaient bien repéré le parcours. Sur ce virage à droite, le vent est complètement latéral. Je vous parlais tout à l'heure d'avant, de 3/4 face. Là, il est vraiment pleinement de côté qui vient de la gauche. Faux plat descendant et c'est souvent là que ça fait plus mal, encore plus mal qu'en montée. L'équipe Quick-Step qui prend les choses en main, très loin de l'arrivée. Il peut y avoir du dégât, même si ça se calme par la suite. Oui, parce que personne n'avait l'air au courant. Greg Van Avermaet se retrouve même un peu esselé. Oui, mais pour l'instant, enfin oui, c'est vrai que le peloton avait une attitude un peu apathique, là, on est endormi. On a été bon, Joël. Et là, ouais, super Thomas, impeccable. Vous avez été bon. T'as senti le coup. Je t'étais arrêté au bon endroit. Que le micro était coupé. Et non, dommage Thomas Voeckler. Il se jette des fleurs. On s'auto-congratule sur la moto. Ça saute derrière pendant qu'on rigole. Il y en a qui rigolent pas en tête de course, là, le peloton s'étire. Et commence à casser. C'est en train de casser effectivement sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Quick-Step. Allez, Van Avermaet est bien présent, le maillot jaune, derrière Zacharine. Et regardez. Zacharine, il est au fond de la classe. Hein. Et c'est maintenant qu'il faut produire l'effort parce que ça peut faire des dégâts. On voit, ça il faut commence qu'on à reste craquer. dans cette position le plus longtemps possible. Enfin, il faudrait que la direction, et surtout que l'on soit découvert comme ça, avec un vent qui rentre bien de ce côté. Et c'est Yves Lampart qui est à l'avant de ce groupe. On a un doute sur Alejandro Valverde. Thomas Voeckler, où est Alejandro Valverde? Écoutez, je suis quasiment sûr qu'il soit en tête ou en deuxième position du deuxième groupe. Ah, pour moi, avec il est Quintana. piégé, hein, Ouais, ça rentre. Oui, sans garantie, mais à son allure, je crois que c'était lui, je suis presque sûr. Il n'est pas dans le premier groupe, Valverde, mais on voit plus les Quick-Step en tête de... Ça sent un avertissement sans frais. Les Quick-Step ont compris qu'il y avait maintenant de la végétation et que c'était plus à découvert. Ils reprennent un rythme, pas de sénateur, hein, ça roule encore très vite, hein, mais on n'a pas toute l'équipe à l'ouvrage. Allez, retour sur la route de la 6e étape du Tour de France. La deuxième partie du peloton vient d'opérer la jonction avec la première partie avec le groupe maillot jaune. Tous les favoris qui avaient été piégés sont rentrés, Marion, a priori. Oui, Vincenzo Nibali était dans le deuxième peloton. Il a pu faire son retour, et également l'image de Jakob Fuglsang, qui normalement était également dans ce deuxième peloton. Donc tout est rentré dans l'ordre. Il y a un troisième peloton qui est encore un peu plus loin. Mais on peut imaginer peut-être que si tous les favoris, en tout cas, ont repris place dans le peloton, on va temporiser. Alors, il y a Roglic. Il y a Roglic. Il y a Primoz Roglic qui a été piégé. Ouais, qui est un coureur, pour 3 semaines, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais... Est-ce que c'est véritablement un leader pour le classement général dans cette équipe Allez, 4 minutes de retard pour le premier peloton par rapport aux hommes de tête. Regardez, le peloton Roglic est pointé à 55 secondes exactement, nous indique Radio Tour du peloton maillot jaune. 55 secondes de retard donc pour Roglic et ses coéquipiers. Oui, avec les fougères là et la forêt, le GPS il s'est un peu perdu. Hein. Il avait été plus vite que la musique, plus vite que les coureurs en tout cas. Donc les écarts se sont réajustés. Là, on est cette fois sur des écarts qui sont réalistes. Steven Kruijswijk, effectivement, a priori, serait dans le peloton maillot jaune, au sein du peloton maillot jaune. Oui, mais bon, au début de Tour de France, on avait dit que c'était pour Roglic, le leader, donc on a pris en parti de vouloir le ramener au plus vite. Et oui, mais l'apprentissage, il se fait comme ça aussi. Hein. On le voit, hein, les formations, on l'a dit ces jours-ci, même quand le peloton est en train de contrôler à distance une échappée a priori sans danger, il faut rester concentré. On voit la formation Sky toujours derrière l'équipe qui roule, les Movistar également, et pourtant ils se sont fait quand même surprendre.
Si en 40 secondes, je me suis arrêté, hein, donc comme je me balade avec mon chrono que m'a offert Christophe Barrier, je tiens à le dire, quand je me balade avec mon chrono, je m'en sers, hein, c'est pratique, je m'en sers, et voilà, il y a 40 secondes, on a fait arrêter, les régulateurs ont fait arrêter les voitures des directeurs sportifs derrière le peloton maillot jaune, signe que le groupe est en train de revenir en file indienne, hein, mais bon, il n'y a pas du tout le même rythme, le ravito a permis au peloton maillot jaune, je vous l'ai dit, de lever le pied, ce qui va permettre au loto de ramener ce groupe dans lequel je vous confirme, hein, on a le petit Bernard qui est là, on a alors il a changé de vélo au mauvais moment, Lilian Calmejane, il y a Arthur Vichot, il y a aussi Arnaud Desmar pour les coureurs que vous connaissez le mieux. Laurent Jalabert avait fait un petit peu de détails et puis Marion Rousse aussi. Donc à nous trois, je pense qu'on a fait le tour d'un groupe de, j'ai compté vite fait, alors je dois être à un près, j'ai compté 41 coureurs. Alors un petit point avec cette animation 3D. Les 5 hommes de tête qui possèdent donc un peu plus de 2 minutes d'avance et le vent qui est toujours orienté de la même façon. Forcément, on est sur un parcours rectiligne, hein, d'ouest en est, pardon. Et oui, c'est un vent de nord-est et qui souffle globalement sur la même direction toute la journée puisque nous gardons la même ligne en diagonale et donc qui vient du côté gauche. Et c'est Primoz Roglic qui vient de tomber. Thierry. J'arrive à sa hauteur, on était un petit peu coincé dans les voitures parce qu'il y avait des coureurs qui remontaient. Tanel Kangert qui lui était victime d'un problème mécanique. Il y avait Niklas Arn qui s'est arrêté avec Tom Dumoulin mais qui est revenu moins vite que lui. Et effectivement là on va changer de vélo. Je regarde un petit peu, c'est pas son jour. Hein, au Slovène, il y avait voilà, il y a des rétrécissements. On va repartir avec lui. J'essaye de voir si il est blessé. Non, voilà, je pense qu'il est tombé sur le côté droit. Mais je vois rien d'apparent. Je vois rien d'apparent sur le cuissard. Donc il est en train de revenir, de remonter. Un visuel ici avec le passage sur la ligne et on aperçoit ce petit sprint point bonus et comme vous pouvez le voir, il est au sommet d'une côte qu'il ne faut pas négliger. Juste après le premier passage sur la ligne du mur de Bretagne, une descente rapide et une côte d'1 km 300 à 6,5%. Elle n'est pas répertoriée au classement des grimpeurs, mais elle est bien sur le parcours et elle est située à moins de 10 km de l'arrivée. Les hommes de tête vont bientôt entrer dans les 60 derniers kilomètres, moins de 2 minutes d'avance par rapport au peloton. 6e étape du Tour de France, Brest, Mur de Bretagne, arrivée désormais classique sur les routes du Tour, puisque c'est tout simplement la 3e fois en 8 ans que le Tour revient ici à Mur de Bretagne après 2011, après 2015. Il y a 5 hommes à l'avant avec une avance de 2 minutes environ sur le peloton. Un peloton qui a été bien agité il y a de cela quelques kilomètres avec un coup de bordure tenté par la formation Quick Step. Mais malheureusement, le vent qui soufflait sur le plateau des Monts d'Arrée s'est un petit peu calmé. Résultat, eh bien, le coup de bordure de la Quick Step a mis la pagaille un temps au sein du peloton, mais cela n'a pas duré. Ouais, c'est surtout qu'il n'y avait pas assez de favoris piégés dans le 2e peloton, donc forcément on a un peu réduit de tempo. Les 50 derniers kilomètres. 50 km, cela signifie que nous sommes à 33 km du premier passage sur la ligne ici à Mur de Bretagne. Et je vois les yeux de Marion Rousse qui s'écarquillent. Et oui Marion, on s'approche de ce Mur de Bretagne. On y est bientôt. De cette ascension de Mur de Bretagne plutôt, parce qu'on ne monte pas le Mur de Bretagne. On traverse Mur de Bretagne et on emprunte ensuite la côte de Mur de Bretagne qui a un nom spécifique, un nom local, je l'ai oublié. Mais je ne vais pas me lancer dedans parce que la prononciation sera incorrecte. Alors on revoit ces images d'Alexis Villermo. C'est Dan Martin qui tente de revenir sur Alexis Villermo qui est parti. Et d'ailleurs Peter Sagan temporisait un petit peu. Il attendait de lancer son sprint au bon moment. Alexis Villermo était parti. Il avait contré une accélération de Christopher Froome. On l'avait regardé un peu. Dan Martin était parti à contre-temps. Et finalement, il avait pu conserver son avance pour aller s'imposer de belle manière. Et sa première victoire sur le Tour de France pour Alexis Villermo. Sa plus belle de sa carrière. La plus belle victoire d'Alexis Villermo, effectivement, qui devance Dan Martin et qui remporte le sprint pour la 3e place. Alejandro Valverde, juste devant Peter Sagan. Bon, on va prendre les mêmes et on va recommencer peut-être aujourd'hui. Oui, on va rajouter à la Philippe Gilbert. Mais c'est clair que Peter Sagan et compagnie seront également bien présents. Valverde. C'était Valverde, hier...
ne sais pas si vous avez regardé, mais au pied de la dernière ascension, il était quoi, en 30e position. Et il arrive quand même au sommet avec les meilleurs pour aller jouer la victoire. Donc il est en forme, Valverde. Il est en forme, oui, Alejandro Valverde, malgré ses 38 ans. Ouais, ça vaut mieux, il vaut mieux les prendre que les laisser. Et oui. Et d'ailleurs, tiens, il a compris Laurent Pichon, lui les veut. Et oui, et ça remplit le tiroir caisse de l'équipe. Et c'est Laurent Pichon qui lance le sprint de très loin. J'ai l'impression qu'il ne va pas être trop inquiété. Eh ben, c'est la première fois qu'on voit une échappée sprinter pour aller chercher justement ses primes. Laurent Pichon qui passe en tête devant Anthony Turgis et Diane Smith. Diane Smith, lui, on peut dire que la fin de l'étape pour Diane Smith. Attaque de Godin. Et attaque de Damien Godin, effectivement, qui contre. Oui, c'est souvent le bon moment. Hein. Contrer après une accélération sur un sprint, c'est souvent le bon moment. Ouais, avec le sprint intermédiaire qui a eu le mérite d'être disputé par Laurent Pichon, mais par contre ça a complètement désorganisé le groupe. Hein. Alors je suis d'accord avec Laurent, il y a des sprints, c'est fait pour être disputé. En l'occurrence là, ça a désorganisé l'échappée. Une échappée qui avait un petit peu perdu espoir. Hein, l'écart était descendu avec le coup de bordure des Quick Step en dessous des 2 minutes. En dessous des 2 minutes, ça devenait compliqué aussi pour l'échappée. J'ai vu beaucoup ces coureurs de l'échappée se ravitailler, mettre la main à la poche. J'ai vu également des changements d'attitude. On voit Damien Godin qui bouge beaucoup les épaules, Laurent Pichon aussi. Anthony Turgis lui est beaucoup plus en ligne sur le vélo. Mais c'est vrai que voilà, on voit Diane Smith qui n'est pas du tout content. Il se demande pourquoi, peut-être à juste titre, il y a des attaques qui fusent aussi loin de l'arrivée. Je crois qu'on pense déjà un petit peu au prix de la combativité, parce que ça sera une des seules distinctions qu'ils pourront espérer quand on voit comment le peloton a opéré le rapproché, d'autant plus qu'il y a l'équipe Lotto Soudal qui est venue se porter à l'avant comme vous le précisiez. Et on a le sprint du peloton, pardon Thomas, je vous coupe, avec Fernando Gaviria qui prend la 6e place. Non, c'est Christophe qui prend la 6e place, Gaviria 7e et la 8e pour Peter Sagan. Retour sur la 6e étape du Tour de France avec un homme à l'avant, Damien Godin. Damien Godin qui est parti, qui a quitté le groupe de tête, un groupe qui ouvre la route depuis le premier kilomètre. Voici les poursuivants avec Fabien Grelier qui ne prend plus de relais en dernière position, avec Anthony Turgis, avec Diane Smith et cet homme, Laurent Pichon. Damien Godin qui est parti. Le peloton, lui, est à 2 minutes et 13 secondes de l'homme de tête. Et oui, 2 coureurs de l'équipe Direct Énergie dans l'échappée, comme hier, et l'équipe Direct Énergie qui profite de ce surnombre pour mettre un peu la zizanie dans le groupe en attaquant. Inspiré de ce qui s'est passé hier, Chavanel qui a attaqué devant, Calmejean il s'est mis tout le monde sur le dos en ne roulant plus derrière, et ça ne lui a pas rendu service pour le final. Mais c'est vrai aussi que quelquefois on fait les choses de façon instinctive, et il est même probable que Godin, après qu'il a attaqué, il s'est dit « Oh, c'est moi qui ai attaqué là ?» Et il se retrouve échappé. Bon, mais maintenant j'y vais, hein. On est sur le Tour de France, il y a des millions de spectateurs et téléspectateurs qui nous regardent. Donc le voilà parti dans une folle aventure, mais avec un style qui lui est propre et dans lequel il est très efficace. Donc je pense qu'il va pouvoir tenir tête un long moment, en tout cas tant qu'il aura de l'énergie. Et c'est un garçon qui en a à revendre. 31 km avant l'arrivée à Mur de Bretagne. Damien Godin, repris par les 4 poursuivants, va retrouver donc 5 hommes à l'avant et le peloton qui gère parfaitement, qui garde la situation sous contrôle. 1 minute 30 seulement de retard avec les 2 ascensions à venir de Mur de Bretagne. On donne tout, on donne tout. C'est ce qu'on entend sur le bord des routes. Et oui, ils sont échappés depuis le premier kilomètre, mais la menace, elle est là. C'est l'équipe Quick Step, évidemment. Et on s'est rapproché à 43 secondes sous l'impulsion de Fernando Gaviria, notamment. Alors qu'à l'avant du peloton, de l'autre côté de la route, c'est Jonathan Castroviero pour la formation Sky. 30 secondes d'avance pour les hommes de tête. Et ça va être chaud pour Diane Smith s'il veut passer en tête au sommet à Mur de Bretagne. Et oui, Fabien Grelier, lui, qui s'envole justement au pied de la première ascension. Juste avant la première ascension, Fabien Grelier, dans 600 mètres, il sera dans la bosse, dans les forts pourcentages. Fabien Grelier, seul à l'avant, sur les pourcentages à 10%, 11 même à cet endroit exactement. 12 au maximum de la pente. Et Grelier qui grimace. Alors pour les coureurs, heureusement, c'est un petit peu ombragé ici. Et encore un homme intercalé, c'est Diane Smith. Diane Smith qui lui va s'arracher pour au moins prendre la 2e place au sommet de cette ascension. Ça lui permettrait de prendre le maillot de meilleur grimpeur. Toujours sur un passage à 11%. C'est lorsqu'on passe sous la flamme rouge que la pente s'adoucit. Alors Alex, on aurait pu mettre peut-être 5 passages du Mur de Bretagne. On assistera à des attaques peut-être.
sur le dernier. Ouais. Tout ça pour dire que 2 passages, c'est bien pour les spectateurs, mais pour la course, Ça ne change ça rien. incite pas les coureurs à attaquer un tour plus tôt. Ça ne change absolument rien. C'est comme le mur de Huy sur la Flèche Wallonne. On peut le mettre 3 ou 4 fois sur le parcours. C'est toujours le dernier qui sera décisif. On verra certainement attaquer, mais C'est trop Tom tard. Scoins. Tom Scoins qui produit son effort. Ni Chavanel, ni Calmejane ne vont venir lui disputer, lui contester cette première place au sommet de la côte de Mur de Bretagne. Pourtant, je sais que Calmejane et Scoins se sont pas quittés très bons copains hier après l'étape. C'est peut-être pas terminé, hein. S'il arrive à trouver l'ouverture, Calmejane, il va peut-être y aller. Mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. Pas trouvé. Tom Scoins, personne ne vient enquiquiner Tom Scoins. Et derrière, un coureur de la Mitchelton Scott. Jack Bauer. Peut-être bien Jack Bauer, oui. Ah oui, c'est le néo-zélandais Jack Bauer, voilà. Scoins qui prend 2 points et qui conforte donc son maillot de meilleur grimpeur de ce Tour de France. Maintenant, c'est un autre suspense qui va animer cette fin d'étape. Mais Jack Bauer avec Tom Scoins, non, il veut pas y aller. Oui, vas-y. Mais non, il veut pas. Mais non, mais il faut y aller là. Qu'est-ce que tu risques? 3 secondes. 3 secondes de bonification, mais effectivement, Laurent, vous avez raison, ça ne changera rien pour lui. Non, il est loin en général. Jack Bauer, il est à 5 minutes et 23 secondes, donc c'est anecdotique en ce qui le concerne. Où est-ce qu'il se trouve, Philippe Gilbert? Il est là déjà. C'est Thomas qui va. C'est Geraint Thomas qui. Oui, c'est Geraint Thomas qui va aller chercher peut-être les 2 secondes de bonification. Et bien sûr. Ah, on est dans les gains marginaux, mais tout de même, Geraint Thomas qui avait déjà pris. Rien. Oui, il avait déjà pris 1 seconde de bonification en Vendée. Et là, 2 secondes pour le coureur gallois qui n'a pas eu en plus beaucoup d'efforts à faire. Rien du tout, 10 mètres. 4 km. Les coureurs entameront la 2e ascension de la côte de Mur de Bretagne. Jack Bauer avec 14 secondes d'avance. Oui, c'est beau ce qu'il fait, hein, Jack Bauer. Il faut le faire, hein. Tenir comme ça, conserver ses 15 secondes d'avance, 15, 14, 13. L'écart fluctue quelque peu, 1 seconde en dessus, 1 seconde en dessous, mais avec un peloton lancé à ses trousses dans les 10 derniers kilomètres, c'est beau. Alors Tom Dumoulin, que se passe-t-il avec Tom Dumoulin? C'est pas le bon moment, Thierry Adam, Tom Dumoulin en difficulté, crevaison. Tu dis quoi, Joël? Il y a trop de motos. Ils ont Tom Dumoulin qui a attendu. Voilà, autant qu'on y aille, de toute façon. Là, on verra plus rien. Même dans la montée, on sera trop loin, on verra rien. Demandé à 2 de ses coéquipiers de l'attendre, mais ça va pas être simple parce que ça roule très très vite à ce moment-là. On va l'attendre, on va revenir avec lui. Ah oui, à 3 km du pied de l'ascension de Mur de Bretagne, la Tom Dumoulin qui va s'imposer une poursuite terrible. J'avais du mal à comprendre. Ouais, c'est dommage pour Tom Dumoulin, mais il crève vraiment à un moment inopportun. Hein. C'est jamais le bon moment pour crever, mais à 5 km et demi de l'arrivée, oui, moment de panique là évidemment hein, pour l'équipe Sunweb. Tom Dumoulin qui est ramené dans le coffre de sa voiture, comme cela se fait très souvent. Ah mais voilà, il y a du monde, mais le problème c'est que oui, il n'a pas pris son élan. Et oui, il faut prendre son élan là. C'est Tendam. Tendam là, c'est Laurent Tendam. Ça sert à rien de l'attendre si c'est pour le regarder passer. Il y a Geschke également, voilà, Geschke qui prend son élan, mais on rattrape les morts là, notamment Lucas Postelberger sur la gauche. Et non, 30 secondes de retard pour Tom Dumoulin en fait, hein, où le débours va être important. Ça fera peut-être même la minute hein, pour Tom Dumoulin à l'arrivée. Oui, c'est possible. C'est possible. 30 secondes de retard pour Tom Dumoulin. C'est une catastrophe là pour le Néerlandais, qui pour l'instant n'avait pas connu de coup dur depuis le départ de ce Tour de France. Ah oui, c'est une crevaison qui était vraiment intervenue à un moment très inopportun dans un final d'étape, avec une arrivée au sommet où il n'y a même pas la règle des 3 km. Hein, ce sont les temps réels qui sont pris sur la ligne. Et donc inutile pour Tom Dumoulin de rouler 2 km à plat en espérant être classé dans le temps du peloton dans lequel il était au moment de l'incident. Il fallait absolument changer de roue. Regardez, la queue du peloton est loin là-bas devant. Oui, elle est très très loin. Elle est très très loin pour Tom Dumoulin qui, allez, s'il concède 30 secondes, il s'en sortira très très bien. Le Néerlandais, le vainqueur du Giro 2017. On va revenir sur la tête avec l'explication dans quelques instants. L'équipe de Peter Sagan toujours qui roule. Qui amène fort ce pied. C'est la formation Bora Hansgrohe qui amène toujours ce peloton avec Julien Lafilippe. Il sort de très très loin là, Julien Lafilippe. Dans la roue de Danielos. Danielos aux avant-postes, l'ex-coureur de la formation BMC. On aperçoit Adam Yates également. Omar Fraile en 3e position. Pour l'équipe Astana. Attention à l'Espagnol également, un bon puncher. Et Julien qui a l'air serein, qui a l'air encore frais. Richie Porte qui également. Qui regarde. Avec Geraint Thomas. Qui a envie d'y aller déjà. Et il est fringant, Julien Lafilippe.
Alors que Tom Dumoulin rattrape les coureurs les uns après les autres. Là, c'est le jeune Martinez, le Colombien. Et il va laisser les plumes, forcément. Il va laisser les plumes, malheureusement pour lui, Tom Dumoulin. C'est Chadaga là qui s'écarte. L'attaque de Richie Porte. C'est Richie Porte, le premier effectivement à tenter l'attaquer, alors que Lilian Calmejean est distancé. Richie Porte, Geraint Thomas, Adam Yates. On retrouve les favoris avec Dan Martin. L'attaque de Dan Martin, il avait pris la 2e place il y a 3 ans. Attaque de l'Irlandais Dan Martin, attention lui, il a un coup de rein phénoménal. Il faut le serrer de près. Et oui, il faut le serrer, il ne faut pas lui laisser trop d'avance. L'ancien vainqueur du Tour de Lombardie, de Liège-Bastogne-Liège. Et c'est Geraint Thomas qui fait l'effort. Geraint Thomas fait l'effort. Van Avermaet s'accroche. Attention, si on se relève quelque peu, là, si on marque un temps d'arrêt derrière Dan Martin, il peut aller au bout, l'Irlandais. Oui, bien sûr. Oh oui, il l'avait fait à Valmorel sur le Critérium du Dauphiné. Adam Yates, c'est parti. Adam Yates qui prend en chasse l'Irlandais avec Dansaro, Richie Porte. Où est Julien Alaphilippe? Il est en 5-6e position dans la roue de Primoz Roglic. Ça n'a pas l'air terrible pour Julien Alaphilippe là, qui se retourne. Il a mis un braquet énorme, Julien. Est-ce que c'est pour prendre de l'élan et placer une contre-attaque pour venir à hauteur alors que de Dan Martin? Christopher Froome n'est pas dans ce premier groupe. Et Romain Bardet distancé malheureusement. Romain Bardet qui va perdre du temps à l'occasion de cette arrivée ici à Mur de Bretagne. Dan Martin toujours en tête, c'est Richie Porte qui emmène derrière. Il va y aller Dan Martin. Dan Martin va-t-il s'imposer, lui qui avait pris la 2e place il y a 3 ans derrière Alexis Villermo? Et pour Romain Bardet, malheureusement le débours va être important. Et c'est également le cas pour Tom Dumoulin qui passe seulement sous la flamme rouge. Dan Martin Pierre Latour qui est sorti. Avec Pierre Latour qui est sorti pour tenter de revenir sur Dan Martin. Pierre Latour qui attaque avec Richie Porte toujours le long des barrières. Dan Martin à 500 mètres de l'arrivée. C'est encore possible pour Pierre Latour. Bien sûr, c'est possible. 500 mètres encore. Ces 500 derniers mètres ne sont pas les plus difficiles, mais Pierre Latour sur un énorme développement qui va peut-être revenir sur Dan Martin. Ah, il est fort. Il est fort, Martin. Dan Martin très très fort. Pierre Latour en 2e position. Dan Martin, Pierre Latour, Richie Porte en 3e position. On est encore loin de l'arrivée. Allez, il y a encore un petit peu de pente, même si elle est plus douce que dans le premier kilomètre. Dan Martin toujours en tête. Il va le faire, Dan Martin peut revenir. Dan Martin pour aller chercher peut-être une 2e victoire d'étape. 5 ans après sa victoire à Bagnères de Bigorre, Dan Martin qui se retourne et qui va aller s'imposer peut-être. Alejandro Valverde qui accélère alors que Julien Alaphilippe ne prendra pas le maillot jaune. La victoire pour Dan Martin devant Pierre Latour et la 3e place pour Alejandro Valverde. Philippe Gilbert qui termine en compagnie de Peter Sagan. Il a craqué Froome dans le final. Quelques secondes de perdu pour Christopher Froome, mais malheureusement il va y avoir du débours également. Nibali qui passe la ligne à l'instant. Philippe Gilbert, il va y avoir du débours pour Romain Bardet. Une grosse vingtaine de secondes. Une quinzaine sur Richie Porte. Accablé par la malchance là, Romain Bardet avec ce problème mécanique dans les tout derniers kilomètres. Romain Bardet qui passe la ligne 30 secondes après Dan Martin. Et on attend maintenant Tom Dumoulin. Est-ce qu'il est déjà là, Tom Dumoulin? Oui, c'est lui avec Søren Kragh Andersen à le maillot blanc. Par contre, Dumoulin, il a fait un numéro. Oui, il est monté très vite. Il est monté très vite, Tom Dumoulin, parce que finalement, il va concéder moins d'1 minute à Dan Martin dans la roue de Søren Kragh Andersen, le maillot blanc. Journée difficile pour 2 hommes, les 2 principales victimes. C'est Romain Bardet, bien sûr, et Tom Dumoulin. Le classement, victoire de Dan Martin devant Pierre Latour, Alejandro Valverde, Julien Alaphilippe qui prend la 4e place. Rafał Majka, oh qu'il est fort, vous l'avez dit Laurent au début du direct. Rafał Majka, le Polonais de l'équipe Bora qui prend la 5e place. Adam Yates, Bauke Mollema, Peter Sagan, Geraint Thomas, Primoz Roglic qui prend la 10e place et qui revient de loin aujourd'hui. Et Christopher Froome qui termine parmi les 20 premiers mais qui cède quelques secondes aux principaux favoris du Tour de France. Pas de panique pour Christopher Froome après ce qu'il a connu sur le Giro. Ce ne sont pas les 2 ou 3 secondes de perdu aujourd'hui qui vont l'affecter. On va retrouver tout de suite Laurent Luyat qui va nous donner le menu de Vélo Club puisque le Tour de France continue bien sûr sur France 2, Laurent. Pour l'instant et avant le podium, la remise des maillots, on va revoir ce final avec Dan Martin, donc l'Irlandais, qui est très fort, bien évidemment. Ce n'est pas une surprise, mais c'était pas non plus la plus grosse cote. Non, c'est vrai que c'est pas une surprise parce que c'était une arrivée qui lui convient bien. Dan Martin, il a déjà remporté des Ardennaises et surtout il a bien attaqué à 1 km 200 de l'arrivée. Il a contré Richie Porte. Derrière, on s'est un peu observé et un très fort Pierre Latour qui essaye de revenir, mais l'Irlandais était bien trop fort aujourd'hui. C'était une pente quand même qui l'avantageait, Dan Martin. C'est l'heure du podium. Voilà, c'est en direct évidemment avec Rodolphe Gaudin et Laurent Jalabert. La remise des maillots. Là, messieurs, pour vous faire vivre cette cérémonie protocolaire avec cet homme, Dan Martin. Il est irlandais, il a fini 2e ici même
en 2015 derrière Alexis Villermo. Eh bien, il a pris sa revanche, Laurent, tout simplement. En ce moment même que Greg Van Avermaet reçoit son maillot jaune, il a pu craindre à un moment peut-être de le perdre, mais finalement aussi bien dans la première ascension que la deuxième ascension de ce mur de Bretagne, il n'y a pas eu de grosse différence et il conserve son maillot jaune. Oui, il a été à la défense aujourd'hui, Van Avermaet. Il s'est méfié de tous ceux qui étaient proches de lui au classement général. Il y avait des bonifications en jeu sur les 3 premières places de la ligne d'arrivée. Heureusement pour lui, les garçons qui sont sortis du rang avaient perdu du temps sur le contre-la-montre par équipe et sur des incidents mécaniques. C'était le cas de Dan Martin ou de Pierre Latour. Et donc en terminant dans le temps de Geraint Thomas par exemple et de Julien Lafilippe, le voici donc toujours en jaune ce soir.